Bonjour à tous, c'est le Journal des Sports. Cette semaine, on prend des nouvelles de la plus grande championne de la région de tous les temps. Rien que ça, je vous parle bien sûr de Marie-Amélie Le Fur, la triple championne paralympique. Marie-Amélie qui vient de battre un nouveau record du monde. On fera le bilan de la campagne européenne du Tour Volleyball et on prend de la hauteur avec notre invité, 1m94 exactement, arrière de l'UTBM, Ralph Temgoua est notre invité. Bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir. Alors, c'est vrai que vous en imposez, Ralph, mais sachez qu'on ne va pas changer les bonnes habitudes. On commence par les résultats du week-end. En handball, les joueuses du Chambray Touraine Handball terminent bien la première phase de Ligue féminine. En déplacement à Besançon, les coéquipières d'Anna Paola Rodriguez, 12 buts, s'imposent 31-27, 9 jours après les avoir battues en Coupe de France. C'est en fait un match en retard de la 8e journée qui conclut cette première phase. 7e au classement, les Chambraisiennes vont maintenant attaquer les playoffs. La formule Covid, ce sont 7 matchs retour parmi les mieux classés. Chaque équipe conserve ses points. Les 19 et 23 mai, finale de classement. Mais une chose est sûre et certaine, le CTHB jouera dans l'élite la saison prochaine. En cyclisme, le coureur malvoyant loir-et-chérien Raphaël Beaugilet et son pilote François Pervis remportent 3 médailles d'or ce week-end au championnat de France sur piste. Et surtout, sur le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, le duo réalise les minima sur le kilomètre pour les Jeux paralympiques de Tokyo. En athlétisme, la loir-et-chérienne Mathilde Sénéchal termine 5e du 3000 mètres au meeting d'Aubonne en 9 minutes, 29 secondes et 36 centièmes. Vendredi, nouveau huis clos, nouvelle piste avec les championnats de France à Miramas. En hockey sur glace, les remparts de Tours font la passe de 3 en battant Brest 8-3 grâce à un gros 3e tiers-temps. Les hommes de Julien Guimard sont premiers au classement de leur poule de Division 1, mais il y a un mais. La fédération vient de retirer 3 points au club tourangeau pour non-respect d'encadrement de salaire la saison dernière. N'empêche, les hockeyeurs tourangeaux sont quand même premiers. Et bien sûr, en basket, en National 1, l'UTBM se refait la cerise face au leader La Rochelle et lui chipe la première place dans la poule. Score final 69-65 dans une ambiance glaciale à cause d'un défaut de chauffage. Et ce n'est pas le public qui pouvait remonter l'atmosphère. Un match de défense donc dont on attend avec impatience la réaction de notre invité. Et bien sûr qu'on l'attend, la réaction de Ralph Temgoua. Alors, ce match contre La Rochelle, ça c'est surtout joué en défense? Oui, c'était vraiment un match défensif. Les deux équipes déjà sont connues pour ça. Et on savait que ça allait vraiment se battre du côté défensif du terrain. Et après, voilà, on a bien exécuté le plan de jeu du coach. Et c'était vraiment l'équipe qui allait faire l'erreur. Il compte sur vous aussi, Pierre Tavano, sur la défense. Sur moi, personnellement? Ouais. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été recruté dans cette équipe. Et voilà, j'essaie vraiment de faire du mieux que je peux match après match, quoi. Il comptait pas mal pour vous parce que vous êtes recruté pour muscler la défense. Vous êtes le meilleur marqueur de l'équipe. Actuellement? Là, non, sur ce match en tout cas. Exactement. Sur ce match, 15 points. Oui. En fait, comme j'ai dit, la défense c'était une des raisons pour lesquelles j'ai été recruté, mais aussi la raison globale, je dirais, c'est parce que je peux apporter des deux côtés du terrain. Et donc voilà, là ce soir j'ai eu de la chance d'être adroit en attaque et aussi d'apporter en défense. Donc des fois l'adresse, vous savez, ça vient, ça part. Donc il y a des fois je serai moins adroit, mais contre La Rochelle, j'ai la chance de mettre mes tirs. Donc En revanche, la rigueur en défense, ça, c'est un truc qui se travaille et qui joue beaucoup, d'ailleurs, qui vient de la cohésion de l'équipe. Vous pensez que cette fin de saison, s'il doit y avoir une montée, ça va jouer sur la défense? Oui, tout à fait. De toute façon, pour moi, l'aspect le plus important dans une équipe pour justement qui joue la montée, c'est la défense. Parce que comme je viens de le dire, l'attaque, c'est de l'adresse et ça vient, ça part. On n'est pas sûr à 100% d'être adroit sur un match donné. Alors que la défense, c'est vraiment plus mental qu'autre chose, c'est à l'envie. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus constant. Donc si on a la base défensive qui est mise en place, après le reste, ça peut venir par la suite. Bien, ça marche. Allez, dans 6 mois, ce sont les Jeux paralympiques qui commencent. Et Marie-Amélie Le Fur a frappé un grand coup en battant le record du monde du saut en longueur au meeting international de Dubaï. Retour sur cette performance XXL par une femme hors du commun. Marie-Amélie est notre sportive de la semaine. Un saut à 6,14 m, un nouveau record du monde. Marie-Amélie Le Fur commence très bien son année paralympique.
Au Grand Prix international de Dubaï, elle se présente comme une des grandes favorites pour Tokyo. On venait ici dans cette compétition à Dubaï avec 2 objectifs. Le premier, c'était de faire une performance pour remonter un petit peu dans le bilan mondial qui nous permet de nous qualifier pour les Jeux, puisque l'objectif est d'être dans les 6 meilleures mondiales au bilan qui sortira le 1er avril. J'étais actuellement 3e et on souhaitait, voilà, avec une performance autour des 5,85, 5,90. Plus vite, plus haute, plus forte, objectif Tokyo 21 pour Marie-Amélie. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Tiffaine Soldé de la 3 Tours bat son record personnel à 4,84 m, meilleure performance mondiale des moins de 20 ans. Il est tatoué et bien élevé, il mesure 1,94 m et ce n'est pas si grand pour un basketteur. Ralph Temgoua, l'arrière de l'Union Tours Basket Métropole, est l'invité du Journal des Sports. Ralph, vous avez commencé le basket à 9 ans à Sucy-en-Brie. Au départ, c'est qu'un loisir. Il commence quand? Quand est-ce qu'intervient ce déclic du basket compétition? Très tard, à 18-19 ans, lorsque j'ai pris la décision de partir aux États-Unis pour continuer ma formation en tant que basketteur, mais aussi pour continuer mes études. J'ai fait en tout 6 ans aux États-Unis, donc 2 années au lycée et ensuite 4 années universitaires. Et c'est vraiment... Qu'est-ce qui se passe pour dire je pars aux États-Unis? Vous êtes à Sucy-en-Brie et vous dites direction les States. Juste avant mon départ, j'étais plus à Sucy-en-Brie, j'étais déjà parti. C'est vrai, vous étiez passé à Orthez. Voilà, j'étais passé par Orthez, etc. Arrivé à mes 18 ans, je passais en catégorie senior. Ouais. Donc il fallait que je fasse un choix. Soit en gros, j'abandonnais mes études pour continuer dans le basket, soit je laissais tomber le basket et je poursuivais mes études. Et pour moi, aucune des options n'était la bonne. Donc j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de partir aux États-Unis, donc je l'ai saisi sans réfléchir. Études, économie et statistiques. En parallèle, le championnat universitaire, la 3e division universitaire aux États-Unis. C'est ça. Allez, le basket, l'Amérique, forcément on a tous en tête la NBA, là on est en plein dedans là. Qu'est-ce que ça vous a apporté selon vous en plus que par exemple le système français à la fois fédéral ou même dans les pôles? C'est une vision différente en fait, une culture différente, une perception différente du basket et de la vie en général. Je dirais que vraiment c'était une des plus belles expériences de ma vie, de ma carrière. Parce que vraiment, j'ai découvert une nouvelle culture et une nouvelle approche, comme je l'ai dit, une nouvelle approche du basket. On parle souvent du fighting spirit, c'est selon vous ce que ça vous a apporté? Exactement, le fighting spirit et aussi l'éthique de travail, que je n'avais pas forcément avant mon départ. Mais voilà, quand on est dans le bain avec que des personnes qui ont cette éthique de travail-là, on est obligé de faire pareil si on veut survivre. Un Français en France, il y va tranquille à l'entraînement. Dès qu'on se retrouve aux États-Unis, on est obligé de donner. On n'a pas le choix. Et on soulève de la fonte. Plus ou moins, oui. Ouais. À 24 ans, vous revenez en France, et puis là, après être le fils prodigue, mais nul des prophètes en son pays, vous revenez, petite galère finalement, personne vous attend dans les clubs. Comment ça marche? On fait le tour des clubs? Alors moi, je suis revenu très tard. À 24 ans, ouais. À 24 ans déjà, par mon âge, mais aussi très tard dans la période des transferts. Je suis arrivé à la fin de l'été. Mais bon, à l'époque, je ne connaissais pas encore bien comment le championnat fonctionnait, etc. Donc je suis revenu tard et toutes les équipes étaient déjà composées. Donc forcément, il n'y avait plus de place pour moi. Donc je n'avais pas d'agent, donc pas de connaissances, pas de recruteurs, pas de club. C'est dur là quand même. C'était dur. C'est un vrai retour à la réalité. Voilà, je me suis un peu débrouillé. J'ai eu par une connaissance eu un contact avec un agent qui était dans ma région, parlant de Sucy-en-Brie. Ensuite, il a réussi à m'avoir des entraînements dans une équipe de National 2 à Vanves. Ensuite, voilà, j'ai fait des entraînements, je m'entraînais tous les jours avec eux. Et au fur et à mesure, j'ai su gagner ma place et gagner la confiance du coach. Et depuis quelques années, vous êtes un taulier de la Nationale 1. Il y a Bordeaux, Quimper, Boulogne-sur-Mer, vous avez été capitaine, vous êtes resté 3 ans maintenant à l'UTBM. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans cette division? On a parlé de la défense, mais quelquefois, il y a aussi d'autres choses que vous avez pu voir dans d'autres clubs, d'ailleurs des clubs qui ont pu monter. Pour réussir dans cette division, ouais. Déjà, c'est un sport collectif, un sport co, donc c'est pas une seule personne qui peut y arriver. C'est vraiment un travail d'équipe, un travail de groupe. C'est en fait pour moi la chose la plus importante pour réussir. C'est vraiment qu'il y ait une bonne cohésion au sein de l'équipe. Parce que c'est pas toujours les meilleures équipes sur le papier qui y arrivent. Et c'est plus souvent celles qui arrivent à justement mieux jouer ensemble sur le terrain qui s'en sortent le mieux. En 2 mots, la suite de votre carrière, vous avez 33 ans, vous la voyez dans le basket ou vous voulez faire de la compta?
Pas trop dans le basket, non. Ouais. Après, j'ai pas encore d'idée bien précise, même si j'ai quand même enclenché quelques projets d'avenir, mais plus dans l'immobilier. Ça marche, ça marche. Bon, si un jour vous avez une maison à vendre, on voit où monter des maisons. Hein. Merci Ralph. Allez, joie d'une émission multisport. On passe du basketball au volleyball. C'est aussi ça la vie trépidante des clubs. C'était mission impossible pour le TVB en Ligue des Champions face aux meilleures écuries mondiales, Civitanova et Perugia. Mais quels enseignements peut tirer l'équipe de cette campagne européenne? On fait le point avec Hélène Chaplet. Retour au championnat dès mardi soir pour les volleyeurs du TVB avec un déplacement à Montpellier. Leur dernier match en Ligue des Champions jeudi soir s'est soldé par une nouvelle défaite, 3-7-1. 4 matchs joués et 4 matchs perdus face aux Italiens de Pérouse et de Civitanova. La marche à franchir pour s'illustrer en Ligue des Champions serait-elle définitivement trop haute pour les Tourangeaux? Oui, il y a une marche à franchir qui est, après, c'est par l'écrûment, c'est financière. Hein. Bon, il y a des salaires de joueurs, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000 euros, c'est impossible à faire pour le Tour Volleyball. On est bien d'accord, donc à partir de là, non. Après, on peut dans l'avenir avoir des espoirs d'arriver en quart de finale, sortir d'une poule. C'est l'objectif du club à moyen terme. C'est ce qu'on veut arriver un jour prochain, sur les 3 ans à venir, en quart de finale de la Champions League. C'est un espoir qu'on veut nourrir. Et on va se débrouiller pour augmenter notre budget par rapport à trouver des joueurs qui nous permettront de passer ce cap. Pour les joueurs du TVB, se confronter chaque année aux meilleures équipes européennes du moment, c'est un atout non négligeable. Au-delà de la victoire, l'objectif est donc d'en revenir plus fort et plus soudé pour mettre cette expérience à profit et être meilleur encore dans le championnat. C'est sûr, il y a du positif à tirer. Bien sûr, il y a de la frustration parce que quand on fait une compétition, c'est pour aller au bout. Même si on sait que là, les chances sont minimes. Mais voilà, je pense qu'il faut retenir ce que le groupe a donné, ce que l'ensemble du groupe a donné, y compris les remplaçants. Et voilà, il faut que ça nous serve dès mardi à Montpellier. Oubliez donc la Ligue des Champions, pas de Coupe de France non plus cette année puisque la fédération a décidé de l'annuler. Toute l'énergie des Tourangeaux va désormais se concentrer sur le championnat. Actuellement, les hommes de Hubert Hainaut occupent la 3e place de la Liga. Bon Ralph, vous ne jouez pas cette semaine, mais d'autres sont sur le coup. C'est l'agenda de la semaine. Vous en parlez à l'instant, les volleyeurs du Tour Volleyball retrouvent les affaires courantes et le championnat de Liga avec 2 déplacements cette semaine. Mardi, ce sera à Montpellier et samedi, ce sera à Cambrai. Autant dire quand même que le TVB va voir du pays. Quand même, ils sont à Montpellier-Cambrai dans la semaine. Les matchs sont à voir sur le site internet LNVTV. Et puis les remparts de Tours jouent samedi prochain à Dunkerque pour un duel au sommet. Voilà, le journal des sports, c'est fini pour ce coup-ci. Merci Ralph d'avoir été notre invité. Merci à vous. Et bonne continuation en route pour la montée en Pro V. J'espère. On y croit en tout cas. La semaine prochaine, vous retrouvez l'inarrêtable Audrey Champigny à la présentation du journal des sports. Je vous souhaite une très bonne semaine sur TV Tour.